En tant que père, un père qui vient de perdre sa fille, il serait légitime de demander des comptes au gouvernement. Et moi, je ne voulais qu'une seule chose, que ma fille devienne simplement infirmière. C'était son rêve. Nous sommes tous ici à vouloir plus de justice et d'égalité, et chaque réclamation est toujours suivie par encore plus de répression. Najwa, la jeune étudiante qui rêvait de devenir infirmière, a été abattue dans ce train par un paramilitaire, une recrue locale des forces de sécurité. Nous partons vers le sud, en direction de la Malaisie, le pays voisin. Ce tortillard est souvent surnommé le train de la mort ici. D'ailleurs, on stoppe net. Il y a une alerte à la bombe sur les rails. Les paramilitaires se déploient. On en compte une bonne quinzaine pour seulement 5 wagons. Fausse alerte. Le train repart, encadré par des militaires. C'est bientôt la fin du voyage pour ces hommes et ces femmes. Nous ne sommes plus très loin de la frontière entre la Thaïlande et la Malaisie musulmane. Ici, la charia, la loi islamique, est en vigueur. La une des journaux se partage entre les derniers attentats du côté thaïlandais et la guerre qui fait rage à Gaza. Nous nous trouvons dans l'état du Kelantan, dirigé par les islamistes et leur chef spirituel, Nik Aziz. L'homme est loin d'être un modéré. Mais le Kelantan fait rêver une grande partie des musulmans thaïlandais et la solidarité musulmane fonctionne parfaitement. C'est terrible ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Les habitants ne peuvent même plus sortir de la rue dès la tombée du jour. Il y a des militaires partout. C'est trop dangereux pour les musulmans en Thaïlande. Nous nous rendons à Kota Bharu, la capitale de l'État, dans une école coranique qui est aussi le quartier général du parti islamiste malaisien. Le jeune activiste thaïlandais qui dénonçait les exactions de l'armée a accepté de faire le voyage avec nous. Ce que je ressens ici, c'est un sentiment de liberté, de sécurité. Cet endroit, c'est tout simplement plus... c'est plus musulman. Je n'ai pas peur ici. Et voici le célèbre chef islamiste, Nik Aziz, en personne. Nous sommes voisins. Nous parlons le même langage. Mais nous ne pouvons pas aider les musulmans thaïlandais autant que nous le voudrions. C'est parce qu'il n'y a pas une bonne collaboration de la Thaïlande. C'est un sujet très sensible ici. Tu es heureux de rencontrer Nik Aziz ? Je suis très fier. Imran, si tu avais eu le choix, tu n'aurais pas préféré naître de ce côté de la frontière ? Mais j'ai une terre. Imran ne peut plus parler. Il est submergé par l'émotion. Ce jeune musulman thaïlandais ne le sait que trop bien. Sa terre, la terre dont il parle, est une terre de répression et de souffrance. Retour en Thaïlande. Vu du ciel, ces provinces du sud ont l'air paisibles. Cet officier nous montre qu'il est un peu chez lui. Une autoroute à construire, un barrage. L'armée a été dotée d'un budget colossal, mais c'est aussi attribué de juteux contrats commerciaux. Il faut croire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts en temps de loi martiale. C'est un jour particulier, un jour riche en promesses. C'est la toute première visite du nouveau Premier ministre. Il affirme que la pacification de la région est sa priorité. Les avocats musulmans spécialisés dans les abus de l'armée n'ont pas été conviés, mais ils ont réussi à passer le cordon de sécurité.
Ils ont aussi amené avec eux une victime. Monsieur le Premier ministre, nous sommes venus vous remettre une lettre. Qu'avez-vous à répondre des accusations de torture? On en reparlera plus tard, ok? Il y a une victime, un vieil homme qui est venu. Il est juste là. Allez-vous le recevoir? Cette fois, pas de réponse. Le jeune Premier ministre abordera brièvement le sujet un peu plus tard, uniquement pour défendre le rôle de l'armée. Déception. Ils ont brûlé ma maison. Je voulais demander au Premier ministre qu'il me dise qui a fait cela et de punir les coupables. C'est tout. Les années passent et tout laisse à penser que l'armée n'a pas l'intention de quitter la région, quitte à être perçue comme une force d'occupation dans son propre pays. Et on retrouve en duplex de Bangkok notre correspondant Cyril Payen. Vous avez réalisé, Cyril, ce reportage avec Solomon Kane. D'abord, cette zone de guérilla, rappelons-le, Cyril, se situe pas très loin des paradis pour touristes. Effectivement, c'est tout le décalage qu'on peut ressentir quand on est sur place. On passe, quand on descend vers le sud de la Thaïlande, ces paradis touristiques qui sont fréquentés toute l'année par des centaines de milliers de touristes occidentaux. Et 200 à 300 km plus au sud, on arrive dans une zone rouge, 3 provinces ultra militarisées. Je rappelle que la moitié des effectifs de l'armée thaïlandaise sont sur place, avec des barrages militaires, des blindés, et encore une fois, une loi martiale renforcée, avec des mesures drastiques, draconiennes de sécurité, et des attentats, des attaques quasi quotidiennes. Donc c'est vraiment deux visages de cette Thaïlande, et tout cela en quelques centaines de kilomètres qui les séparent de ces paradis touristiques très fréquentés par les Occidentaux. Cyril, que veulent les rebelles musulmans du sud thaïlandais ? Eh bien écoutez, c'est la grande inconnue, la grande question. On rentre là maintenant dans la 6e année du conflit, et il n'y a pas, c'est probablement une des rares guérillas au monde, si elle existe, à rester fantôme. Il n'y a pas de porte-parole, pas de revendications claires. Il y a bien parfois quelques revendications qui arrivent par voie de presse ou par téléphone, qui demandent un peu plus d'autonomie ou d'indépendance, mais rien qui n'a jamais été vérifié en termes clairs. Il n'y a pas une guérilla authentifiée avec un porte-parole, avec un mouvement armé, un mouvement politique. Donc tout cela est évidemment très sombre, et beaucoup d'experts se demandent si une véritable guérilla organisée existe, ou il ne s'agit pas peut-être d'une conjonction de vendetta locale, de violence locale, et du jeu d'escadrons de la mort locaux envoyés par l'armée militaire. C'est aussi l'objet du film, qui aurait tendance à vouloir semer le chaos dans cette région du sud de la Thaïlande pour la militariser et pour mettre un peu plus aux affaires l'armée thaïlandaise. Et y a-t-il un risque de talibanisation du conflit, voire de récupération par Al-Qaïda ? Évidemment, c'est aussi la grande question quand on voit ce degré de violence qui est assez méconnu, mais c'est vrai que c'est un des pays les plus dangereux après l'Afghanistan et l'Irak en termes d'attaques quotidiennes. 3700 morts à l'heure où je vous parle. Ce matin même, 4 policiers ont été tués lors d'une attaque à la bombe. Donc on pourrait penser que comme c'est un foyer musulman, à une islamisation du conflit, notamment avec des membres d'Al-Qaïda qui pourraient s'y infiltrer. Certains experts pensent que ça sera l'avenir proche, d'autres sont plus prudents. On ne sait pas évidemment comment ça va évoluer, mais en tout cas, les attaques augmentent et elles ont tendance à se professionnaliser. Merci Cyril Payen, en duplex de Bangkok. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.